Jamel Al-Hamari est avec nous pour un entretien qui sera consacré à cette exposition Les musulmans dans l'histoire de France, qui ouvrira ses portes à Issy-les-Moulineaux à partir du 6 mars et jusqu'au 19 mars, et il va nous en parler. Jamel, bienvenue sur Mizzen TV. Merci beaucoup, mon cher Foued, et ainsi qu'à ton équipe pour cette invitation. Alors, je rappelle que vous êtes docteur en histoire de l'islam contemporain à l'Université de Strasbourg, diplômé d'islamologie à l'EPHE La Sorbonne, fondateur de l'Académie française de la pensée islamique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Malek Bennabi, Une vie au service d'une pensée aux éditions El Bourak, La vocation civilisationnelle de l'islam dans l'œuvre de Malek Bennabi aux éditions du CERF, et l'histoire de l'islam et des musulmans de France, de 720 à 2021 aux éditions de la FPI. Alors c'était justement le titre, l'histoire de l'islam et des musulmans de France, c'était le sujet de l'exposition que vous aviez présentée l'année dernière, Jamel. Alors justement, pourquoi avoir décidé de renouveler l'opération cette année? Alors, écoutez, l'année dernière, donc il y a même un petit peu bientôt un an et demi, hein. Donc l'exposition a eu lieu à Épinay-sur-Seine. Elle a fait ensuite en 2022 son tour de France. Elle a été dans plusieurs villes et on s'est rendu compte, on a fait un bilan et on s'est rendu compte qu'il y avait encore la place d'aller encore un peu plus loin dans cette histoire. Je crois que tout d'abord, il y a plusieurs raisons qui nous ont poussé à aller un peu plus loin. La première des choses, c'est que la première exposition, l'histoire de l'islam et des musulmans de France, de 720 à 2021, une bonne partie a compris en vérité là où on voulait, l'un des objectifs de l'exposition, c'est-à-dire voilà, transmettre cette histoire, mais à partir de l'histoire de France, comme une histoire qui est trop longtemps restée à la marge de l'histoire de France. Or, beaucoup ont compris cela comme un échange, comme deux histoires civilisationnelles qui, à un moment donné, ont eu des moments douloureux, mais ont eu aussi des moments d'échange civilisationnel. Et effectivement, on en parle dans notre exposition, mais malheureusement, on s'est rendu compte que le message de la première exposition n'avait pas été pleinement compris. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que en termes de densité scientifique, quand vous faites 13 siècles d'histoire, c'est plusieurs disciplines des sciences humaines, et même en histoire, c'est plusieurs spécialités d'histoire. Un historien médiéviste n'est pas un historien de la période contemporaine. Et donc nous, en balayant 13 siècles, au sein même de la discipline de l'histoire, on sollicite et on invoque plusieurs spécialités au sein de l'histoire. Donc, on s'est rendu compte qu'effectivement, en termes de densité, sans doute est-ce l'enthousiasme de la première exposition, il y avait une trop grande densité scientifique. Voilà, ça c'était un autre point. Deuxième point, c'était aussi que les gens ont besoin également d'avoir aussi des supports vidéo. Et on a eu beaucoup de retours à ce niveau-là. Et enfin, il fallait également peut-être aller un peu plus loin sur les conférences et également des soirées culturelles, que ce soit le vernissage, voire une cérémonie de clôture. Et vraiment ces quatre points-là, c'est ce qui ressortait de choses à améliorer. Et donc, on a voulu, à travers cette exposition, les musulmans dans l'histoire de France, là, nous précisons davantage le titre. Il ne prête plus à équivoque. Au moins, nous nous plaçons du point de vue de l'histoire de France. Nous parlons des musulmans en tant qu'individus, en tant que communauté, en tant que membres d'une religion, en tant que membres d'une civilisation, en tant qu'héritiers de deux grandes histoires civilisationnelles, du monde musulman, mais aussi du monde occidental. Donc, Alors justement, Jamel, en fait, c'était la question que j'allais vous poser, mais vous êtes en train d'y répondre. Pourtant le titre de l'exposition de l'année dernière, c'était l'histoire de l'islam et des musulmans de France. Donc il y avait quand même une dimension inclusive déjà dans le titre.
On est passé maintenant aux musulmans dans l'histoire de France. Donc, on peut aussi vous dire les musulmans dans l'histoire de France, ça peut être à la fois inclusif, mais ça peut être aussi exclusif au sens où le musulman, ça peut désigner l'Empire ottoman, ça peut désigner voilà des musulmans qui ne sont pas qui ne vivaient pas en France. Alors, oui, vous avez raison en fait de poser la question, mais il y a une chose, c'est que nous venons dans un contexte. Cette exposition, elle est elle, elle émerge dans un contexte. Et le contexte n'est pas celui d'une histoire des musulmans et de l'islam dans l'histoire de France, comme une histoire qui, voilà, c'est pas une histoire qui est enseignée dans les programmes scolaires, ou alors si elle est enseignée, c'est c'est de manière parcellaire. Parcellaire. Vous avez des petits morceaux en cinquième, vous en étudiez un autre morceau en troisième, et puis en terminale, mais il n'y a pas ce continuum. Et je pense que la singularité scientifique, et elle s'inscrit dans les travaux de Mohamed Harkoun, qui avait publié son ouvrage aux éditions Albin Michel, c'est vraiment d'être dans ce continuum de 13 siècles de présence, d'influence, impliquant des musulmans dans l'histoire de France. Donc, effectivement, on aurait pu nous dire, mais vous cherchez à vous distinguer. Si cette histoire-là, elle était déjà enseignée. Or, là, elle est déjà, à la base, elle est à la marge. C'est nous qui voulons lui redonner une centralité. Et c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est important de rappeler que nous ramenons une histoire qui est à la marge. D'ailleurs, comme d'autres histoires. Vous avez par exemple l'histoire des Noirs les Noirs dans l'histoire de France. Vous avez les Bretons dans l'histoire de France. Vous avez des histoires qui malheureusement, peut-être sans doute, grâce et à cause du roman national français à la fin du 19e siècle, durant la Troisième République, on a voulu voilà poser un roman national, un récit national. Mais ce récit national, il est trop étroit. Il ne parle pas, par exemple, ne serait-ce que dans la France métropolitaine, des richesses de toutes les régions, de tous les peuples qui ont composé cette mosaïque française, que ce soit les Bretons, les Basques, les Corses. Mais on oublie également de dire que quand ce roman national se forge, durant la Troisième République, la France est un empire colonial. Et donc cette histoire de tous ces héritiers de la colonisation, de l'immigration, à laquelle moi je fais partie personnellement, finalement nous sommes également relégués à cette marge. Donc cette exposition, l'un de ses mérites et l'un de ses objectifs et l'un de ses mérites, c'est de remettre cette histoire au cœur de l'histoire de France. Alors justement, Jamel El-Hamri, le sous-titre c'est une place singulière. Donc singulier, je vais reprendre la définition, c'est qui est seul, qui est à part, qui est unique. Donc en quoi cette histoire des musulmans dans l'histoire de France, en quoi cette histoire est-elle singulière? Quelque part, est-ce que chaque histoire ne l'est pas? Donc, si vous mentionnez ce sous-titre d'une place singulière, c'est qu'il doit être justifié. D'où ma question. Voilà, quelle est la singularité de cette histoire? La singularité de la place des musulmans dans l'histoire de France tient au fait que c'est une présence, et ce sont des présences, des influences protéiformes. Vous avez effectivement au début de cette histoire des musulmans qui sont qui viennent en tant que conquérants. Vous avez des musulmans qui s'installent dans des colonies musulmanes, que ce soit à Narbonne dès 720. Et un peu plus tard, dans le Fraxinet, en Provence, vous avez ensuite des voyageurs également, des individus qui voyagent également en France. Vous avez également des échanges diplomatiques, donc vous avez des ambassades qui viennent de part et d'autre, des ambassades françaises qui vont dans le monde musulman, mais vous avez aussi des ambassadeurs, notamment du califat abbasside, d'Haroun Rachid, qui viennent également, donc en France. Donc il y a il y a des échanges civilisationnels, il y a des échanges diplomatiques, il y a des échanges également de prisonniers, il y a également des échanges, il y a des présences
présence également, comme peuvent l'attester également les fouilles archéologiques ces dernières années, où on a vu quand même des corps, où on a exhumé des os d'individus et qui étaient tournés vers la Mecque. Donc les historiens, les archéologues en ont déduit qu'ils étaient de confession musulmane, mais on retrouve également des traces également à Montpellier, où l'une des plus grandes personnalités de la ville de Montpellier dit dans son testament, par exemple, que Guilhem V dit qu'il ne faut surtout pas laisser les juifs et les musulmans accéder à des postes de responsabilité, de bail au sein de ma ville. Ce qui veut bien dire, et on peut aussi en déduire, qu'il y avait aussi une communauté qui était assez importante pour représenter une petite menace sur le plan politique. Mais en tout cas, ça en dit beaucoup. On a retrouvé également des stèles d'oulémas, d'étudiants. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y avait sans doute également une madrasa, donc avec des enseignants, des élèves en France, dans la région de Montpellier, dans la région de Nîmes. Voilà, on a aussi beaucoup d'esclaves, de musulmans, de musulmanes tatars, donc voilà, jusqu'à l'Alliance franco-ottomane, où là vous avez Barberousse et 30 000 soldats qui vont s'installer à Toulon le temps d'attaquer à nouveau la ville de Nice avec François Ier. Donc voilà, et on pourrait voilà, reparler également de tous les. Donc finalement, c'est quoi? C'est l'ancienneté de la présence et en même temps le caractère, j'allais dire C'est ça, hétéroclite ou cosmopolite exactement. plutôt de cette présence, c'est ça? Exactement. Enfin, de cette Bien histoire, c'est sûr, bien ça? sûr. Et sans compter que les musulmans sont porteurs également d'islam en tant que religion et en tant que civilisation. Et par leur présence, ils sont aussi un miroir sur le plan identitaire en Europe. Alors l'Europe, bien évidemment, c'est l'Église catholique, l'Église romaine qui a créé du lien. Les Francs également, qui ont aussi été un bras armé pour l'Église romaine. Mais encore fallait-il pour consolider une unité avec des peuples extrêmement différents, des Saxons aux Ibères, en passant par les Hongrois et les Bretons, encore fallait-il un ennemi commun. Et cet ennemi commun, il est de l'autre côté de la Méditerranée, et tantôt il traverse la Méditerranée et on l'observe dans le territoire français. Alors Jamel, avant de revenir sur l'affiche hein, qui expose, qui détaille un petit peu les périodes et les événements qui ont fait le choix de cette exposition, est-ce que vous pouvez nous donner un mot sur le programme, voilà, qui sera présent, qui interviendra, peut-être notamment au moment du vernissage ou même durant toute la période de l'exposition? Alors, l'exposition donc commencera le lundi 6 et se terminera le samedi 18 à la municipalité. Et il y aura également donc une cérémonie de clôture dans une autre salle le dimanche 19. Le vernissage aura lieu le mardi 7, donc à l'hôtel de ville. Et je pense que c'est important de rappeler le lieu également, l'hôtel de ville. Et j'en profite pour remercier également donc à la fois l'association organisatrice, l'association musulmane AS CMI d'ici les Moulineaux, et en même temps la municipalité, Monsieur Santini et son équipe municipale, qui a décidé d'accueillir cette exposition dans l'hôtel de ville, ce qui envoie un message extrêmement fort. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que lors du vernissage sont prévus donc les élus, donc Monsieur le maire, les élus, euh, des personnalités politiques, deux grands recteurs qui ont marqué et qui marquent encore l'histoire de notre pays. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shemseddine Hafez, et également le recteur de la Grande Mosquée de Lyon et en même temps président de l'Institut français de civilisation musulmane, Kamel Keptan, la présidente de l'Institut des cultures d'islam, Bariza Khiari, qui sera présente. Et à mes côtés, sur le plan scientifique, il y aura également donc le chargé de recherche à l'IREMAM, Vincent Gesser. D'accord, très bien.
Alors, un mot sur l'affiche maintenant. Vous avez choisi de présenter 5 périodes, hein, et dans ces 5 périodes, 5 événements au sujet plus précis. Et en arrière-fond, hein, donc on montre l'affiche, presque invisible, on aperçoit également une illustration de l'émir Abdelkader. Alors je vais quand même rappeler les événements, les périodes que vous avez choisies pour cette exposition. Donc de 720 à 1492, période médiévale, pardon, la bataille de Poitiers. Donc ça c'est l'événement phare de cette période qui a été choisi. De 1492 à 1789, la période moderne, François Ier et Soliman le Magnifique. De 1789 à 1900, la période contemporaine, l'expédition de Napoléon en Égypte. De 1900 à 2000, donc la période du XXe siècle, les soldats, vous avez choisi de vous pencher sur les soldats musulmans, la situation des soldats musulmans. Et enfin, la dernière période, de 2000 à 2023, avec la grande mosquée de Paris. Voilà. Donc, voilà, pourquoi avoir focalisé l'exposition alors, il y a les périodes, mais qui peuvent être très étendues, mais notamment sur ces 5 événements, et que signifie l'arrière-plan où se trouve l'émir Abdelkader. Alors, la figure tutélaire de cette exposition, c'est l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader, pour tout ce qu'il représente, et bien évidemment en assumant toutes ses vies. C'est-à-dire euh, le savant, celui qui résiste à la colonisation, qui entreprend un dialogue fécond, interreligieux, interphilosophique, avec des loges franc-maçonniques, qui entreprend également du débat interreligieux également en France, avec les chrétiens. Avec les chrétiens catholiques, mais aussi protestants. C'est aussi celui qui sauve également les chrétiens d'Orient à Damas. Et c'est aussi le mystique, hein, celui qui introduit également Cheikh Ibn Arabi dans la modernité. Donc on a voulu avoir, c'est vrai que cette histoire il y a 13 siècles et il nous fallait quand même donc dans cette une histoire qui est quand même assez complexe avec une présence des influences protéiformes, multiformes, tantôt individuelles, tantôt collectives, tantôt en termes d'idées, tantôt en termes d'individus. Il nous fallait quelqu'un qui représente un petit peu tout cela. Et la hauteur de vue, la grandeur et la spiritualité de l'émir Abdelkader, finalement, s'est imposée assez naturellement comme figure tutélaire de notre exposition. Et de montrer également, parce que la trajectoire de l'émir Abdelkader est très intéressante. C'est pas quelqu'un qui veut le pouvoir. Et finalement, il a le pouvoir. C'est quelqu'un qui va résister au colonialisme français parce il est injuste et il considère que la résistance est une lutte légitime et juste et que le colonialisme est injuste. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, malgré le fait que la France n'ait pas n'ait pas respecté sa parole de pouvoir, comme condition de sa reddition, pouvoir aller à Damas, finalement, il se retrouvera en résidence surveillée. À Toulon, Pau, puis Amboise, au château d'Amboise. Et malgré cela, voilà, il garde vraiment une dignité. Et il distingue bien ce qui est le registre politique, le registre de la violence politique, de la violence coloniale avec les individus. Et il restera fidèle à sa ligne de conduite d'essayer véritablement, au nom de Dieu, d'être dans une fraternité humaine. Au nom de ce référentiel spirituel musulman, d'être toujours ouvert sur la diversité des hommes et vraiment de parler de cœur à cœur avec les gens. Et ensuite, voilà, il y a l'émir Abdelkader qui, après la défaite de la France en 1870 et avant, l'empereur allemand lui propose
lui propose d'être à la tête d'être à la tête de ce royaume arabe en Algérie. Un peu avant, Napoléon lui avait proposé, également Napoléon III lui avait proposé d'être à la tête de ce royaume arabe, et il s'éloignera de cette politique-là. Il sauvera des chrétiens, toujours en étant fidèle à cette idée, donc contre des musulmans, donc contre l'injustice des musulmans, et toujours avec cette même ligne de conduite. Et je trouve que cette ligne de conduite, elle est inspirante, pas uniquement pour nous, hein, mais elle est aussi un message pour toutes celles et ceux qui viendront à cette exposition. C'est au-delà de ce que l'on peut dire des musulmans et de l'islam. Aujourd'hui, dans les médias, on doit avoir une ligne de conduite à la hauteur de celle que l'émir Abdelkader a eue durant sa vie, que ce soit à trois niveaux de fraternité, que ce soit la fraternité musulmane, que ce soit la fraternité humaine, ou que ce soit la fraternité adamique. Alors justement, vous parliez de l'émir Abdelkader. Alors effectivement, c'est une personne qui est généralement célébrée en France, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez évoqué les différentes périodes de l'émir Abdelkader, mais ce n'est pas la période de résistance à la colonisation française qui est célébrée en France en tous les cas. C'est plutôt la dimension humaniste de l'émir Abdelkader, le dialogue interreligieux, sa science, son érudition, et puis sa dimension spirituelle également. C'est souvent ces dimensions qui apparaissent. Alors il y a quand même une question qu'on ne peut pas ne pas se poser. C'est quand on regarde l'affiche, finalement, on a l'impression, peut-être trompeuse, mais on a l'impression que le choix d'occulter la période coloniale, le mot, en tous les cas, le mot n'apparaît pas, le mot n'est pas traité en tant que tel dans la fiche colonisation, alors que il est au cœur du sujet de cette histoire, hein, jusqu'à aujourd'hui on parle encore de gestion néocoloniale de l'islam. Ce n'est pas rare qu'on en parle. On l'a vu avec le CFCM, sa création, sa dissolution, la loi sépaраtisme, etc. Donc finalement, j'ai envie de vous dire, Jamel El-Hamri, cette période coloniale, elle est essentielle. Pourquoi ne pas l'avoir abordée telle qu'elle, alors qu'aujourd'hui, finalement, de plus en plus d'historiens le font, hein, Pascal Blanchard, Olivier Lecourt-Grandmaison et d'autres. Pourquoi ne pas avoir mis cette question coloniale au cœur, enfin en tous les cas, dans la période contemporaine de cette affiche? Alors, permettez-moi de m'inscrire en faux, en fait. Et je vais expliquer pourquoi, en fait, dans le choix en fait des images. Vous remarquerez qu'en fait ces images-là, elles inaugurent aussi une période historique. Dans cette chronologie, ce sont des périodes historiques. Pourquoi nous avons mis une chronologie? C'est vraiment pour faire référence à cette histoire dont on a envie de parler. Donc il y a une périodisation qui est faite, et à chaque fois nous avons essayé de prendre une image qui inaugure en fait cette période-là. La bataille de Poitiers, alors que ce n'est pas la première défaite des conquérants musulmans. La première défaite, c'est la bataille de Toulouse. Mais symboliquement, on parle aujourd'hui davantage de cette bataille-là. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre cela en avant. De la même manière, sur la période moderne, on aurait pu mettre l'image effectivement de la chute de Grenade, qui inaugure aussi un autre rapport de force, au moins au niveau de la Méditerranée. Nous avons choisi l'alliance franco-ottomane. Voilà. Et c'était important pour nous parce que il y a un empire qui, en tout cas à cette époque-là, l'empire ottoman tend la main à François Ier et à la France, qui est en difficulté face aux ambitions impériales de Charles Quint. Donc c'était important pour nous de mettre en avant cette image. La période contemporaine, en mettant la figure de Napoléon, l'expédition de Napoléon Bonaparte inaugure un nouvel âge du colonialisme français, et même, j'ai même envie de dire européen, dans les pays, en tout cas en terre d'islam. Donc le colonialisme français en terre d'islam, ça commence avec cette expédition de Bonaparte. On aurait pu mettre également le coup d'éventail du Dey d'Alger en 1830, mais il nous semblait que historiquement, c'était pas cet événement qui inaugurait quelque chose. C'était véritablement ce moment-là. Et pour nous, ce moment-là, en mettant la figure de Napoléon Bonaparte, c'est déjà parler de la colonisation. Ensuite, il y a... Alors, je vous laisse terminer. Après, voilà. La quatrième période, quand on voit les soldats musulmans, bien évidemment, c'est l'image de ces soldats musulmans coloniaux qui, dès 14-18, s'engagent, alors qu'ils sont déjà engagés avant, mais
il s'engage dans les deux, dans le premier et le deuxième des grands conflits mondiaux. Donc pour nous, c'était important de les mettre en avant. Et la cinquième période, ça ne vous a pas échappé qu'on fête le centenaire de la pose de la première pierre de la mosquée de Paris. Donc voilà, voilà, c'était rendre hommage également à un édifice qui est vraiment très important dans l'histoire de l'islam et des musulmans de France. Donc à deux reprises, on parle bien évidemment du colonialisme. Voilà. Alors vous, enfin en tous les cas, sur l'affiche, et dans le programme, les titres Et il n'y a pas de titre, il n'y a pas de ce n'est titre, il n'y a pas, pas de voilà. titre. Là, nous parlons des périodes, nous mettons des images. Il n'y a pas de titre. Par contre, dans les kakémonos, déjà dans la première, et vous y avez assisté, et dans celle-ci, bien évidemment que l'on en parle. Encore une fois, dans cette exposition, je vous ai dit deux fois où on fait mention au colonialisme. Je rajouterai même une troisième fois l'émir Abdelkader. C'est aussi une mention de cette période coloniale. Et quand je vous dis également que nous assumons toutes les périodes historiques de la vie de l'émir Abdelkader, et même la première, où il lutte contre le colonialisme français, il s'agit encore une fois de ne rien mettre sous le tapis et d'aborder toutes les pages de l'histoire de France, même les plus douloureuses, même où la France massacre. Et il y a eu des massacres, et il faut en parler, bien évidemment. Nous faisons de l'histoire. Oui, en On Égypte, est, voilà, oui, 3000 personnes avaient été tuées. Oui, de la tout à même fait. manière, Il y a eu nous ne donc fa- de la même oui. manière, quand on fait de l'histoire, alors effectivement, il y a une écriture qui se veut froide, mais ça n'empêche pas de parler de toutes ces choses-là, des vérités qui nous plaisent, mais aussi des vérités qui peuvent aussi déranger. Nous ne sommes pas dans une démarche politique ou militante. Militante dans le sens où nous sommes dans quelque chose où, même si nous faisons la promotion de cette histoire-là, nous ne sommes pas dans une revendication euh, d'un militant, avec tout le respect que j'ai pour le On militant. peut avoir une approche neutre. On peut avoir une approche neutre de l'histoire. Est-ce que l'histoire n'est pas un genre euh, politique? Est-ce que l'histoire n'est pas une sous-catégorie? On parlait de roman national. Donc, est-ce qu'on peut avoir une lecture vraiment neutre de l'histoire aujourd'hui? Alors, si vous regardez les mémoires d'événements, par exemple, type guerre d'Algérie, par exemple, prenons cet exemple-là, c'est vrai que voilà, quand on voit les différentes mémoires, quand on voit les difficultés des pays à ouvrir leurs archives, que ce soit la France, l'Algérie, on voit que c'est extrêmement compliqué et que là, quand il y a beaucoup de politique, c'est extrêmement compliqué de parler de cette histoire et de faire en sorte que les mémoires respectives puissent échanger. Donc c'est extrêmement difficile. Nous, notre démarche, elle est d'abord scientifique et elle est aussi dans une démarche culturelle. Et j'assume également le mot, elle est aussi dans une démarche spirituelle. Quand je dis intellectuelle, nous faisons de l'histoire. Et l'histoire, c'est différent des mémoires. Donc nous, dans les mémoires, il y a un peu d'histoire, mais l'histoire est une discipline. Les mémoires, c'est un autre rapport plus affectif. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans l'histoire, mais c'est une autre discipline et c'est un autre registre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur le plan culturel, il y a quand même une volonté dans notre société d'occulter, de faire un déni de cette histoire-là, pour laquelle nous essayons de redonner une centralité. À la fois dans le roman national, qui est une démarche politique, mais aussi dans le roman, là pour le coup je vais parler aussi des communautés musulmanes, il y a aussi chez certains courants de pensée au sein de la communauté musulmane de France, des gens qui veulent absolument pas qu'on soit dans cette histoire-là. Et donc, eux, ces deux types de publics-là s'entendent très bien, et nous ne sommes pas là pour leur répondre, mais nous sommes là pour gagner aussi. Et sans doute peut-être que là, dans cette bataille culturelle, intellectuelle, il y a sans doute une dimension politique. Mais enfin, je veux dire, elle est pas au premier rang de nos préoccupations. Bien évidemment qu'on a conscience que quand on fait une exposition comme celle-ci, qu'il va y avoir des répercussions sur le plan politique. Mais ça viendra après, et à la limite, c'est pas quelque chose qui est recherché en premier lieu. Ce que l'on veut d'abord, c'est de mettre en avant cette histoire de France. Ensuite, de le faire, donc de gagner aussi une bataille culturelle. Nous venons quand même dans un contexte également, on est en 2000. L'année dernière, quand en 2021, nous avons fait la première exposition
C'était au moment où Éric Zemmour se lançait dans sa campagne présidentielle. Donc nous, quand on le fait, ça faisait 2 ans qu'on travaillait, depuis 2019 jusqu'à 2021, on travaillait sur cette exposition. Mais elle arrive dans un contexte politique où il y a quelqu'un qui fait de la bataille de Poitiers quasiment le fondement même de son engagement politique par rapport à une France menacée. Quand vous venez avec une exposition sur l'histoire de l'islam et des musulmans de France, bah bien évidemment que vous répondez indirectement, mais à la base, Zemmour, c'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est cette histoire-là. Donc, c'est une bataille intellectuelle, c'est une bataille culturelle, et c'est aussi une démarche spirituelle. D'où l'idée de faire de cette exposition, en tout cas d'être sous l'ombre de l'émirat d'El-Kader, qui, dans toutes les phases de sa Alors vie, justement, pourquoi ne pas avoir abordé la question de l'Algérie, par exemple, puisque c'est quand même dans les relations, dans cette histoire des musulmans dans l'histoire de France, on sait que l'Algérie, depuis 1830 jusqu'à 1962, est l'un des centres nerveux de cette histoire. Pourquoi ne pas l'avoir abordé en tant que tel, puisque bon, vous parlez par exemple de l'expédition de Napoléon en Égypte, on aurait pu aussi attendre voilà un chapitre sur toute cette période historique finalement qui explique encore aujourd'hui en partie en tous les cas les rapports ou la vision de l'islam dans la République alors, française. Fouad, permettez-moi de vous rappeler la, la fonction d'une affiche, c'est de vous donner envie de venir. De venir à l'exposition. Pour l'instant, que personne n'a vu. En tout cas, juste une chose, et c'était déjà le cas dans la première exposition, Inch'Allah, ce sera la même chose dans la deuxième. Nous parlons de la guerre d'Algérie. Et même la guerre d'Algérie qui a eu lieu dans la France métropolitaine, que ce soit le 17 octobre 61, mais aussi les guerres fratricides qu'il y a eu entre le FLN et le MNA de Messali Hadj. Nous parlons de tous ces sujets-là. Encore une fois, il n'y a aucun sujet que nous occultons ou que nous mettons sous le tapis. Et d'ailleurs, c'est voilà, j'invite vraiment vos auditeurs, vos lecteurs, à venir à cette exposition. En tout cas, nous parlons de tous ces sujets-là. Et vous avez raison de rappeler que la guerre d'Algérie est quelque chose d'important. Et d'ailleurs, même moi, dans mes conférences, et c'est ce que je dirais également lors du discours durant le vernissage, c'est qu'effectivement, en France, en tout cas, nous n'avons toujours pas digéré la guerre d'Algérie. Et il y a un très gros travail, D'accord. tant sur le plan historique que de réconciliation des mémoires à effectuer dans notre pays. Alors encore deux questions, Jamel. Une autre difficulté, être musulman en France est devenu bon quelque chose de difficile, hein, presque quelque chose à cacher dans la société. La diabolisation courante de l'islam dans les chaînes d'information continue. Bon, c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps. Les lois visant, certaines lois visant, pardon, la pratique religieuse de l'islam, parfois des discours islamophobes qui émanent des politiques, presque tous bords confondus. Tout cela crée un climat de souffrance parfois et de négativité en tous les cas. Il ne fait pas toujours bon être musulman en France. Dans ces conditions, comment intéresser et convaincre des citoyens de confession musulmane qu'ils participent de l'histoire de France quand une certaine France des institutions ou en tous les cas une France des politiques, une France des éditorialistes, une France des intellectuels parfois, quand cette France-là les exclut du présent, hein, aujourd'hui même, en les présentant comme ou en les considérant comme des séparatistes, des islamistes parfois, quand ils sont dans une certaine visibilité religieuse. Comment réussir ce challenge de les rattacher à l'histoire finalement? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette exposition-là, comme la précédente, sont reçues par des associations musulmanes qui travaillent avec la mairie, les collectivités locales. Donc déjà, c'est intéressant de rappeler que déjà cette exposition intéresse également les cadres de la communauté musulmane. Et nous avons eu sur la première déjà, donc on a déjà un petit peu de recul. Beaucoup sont venus et ont compris l'intérêt d'une exposition comme celle-ci, dans le sens où vous ne pouvez pas en France être tributaire de la narration de celui qui veut vous exclure.
je prends l'exemple d'un Éric Zemmour ou de quelqu'un d'autre ou de Renaud Camus, s'il n'y a pas cette profondeur historique, s'il n'y a pas ces connaissances historiques chez les Français musulmans, forcément la réaction naturelle de chaque individu, de chaque communauté, c'est finalement de réagir, de répondre. Là, cette exposition-là, elle est juste en train de dire, attention, non seul, on va se réapproprier cette histoire, qui est la nôtre, mais qui est aussi celle de la France. Et c'est un biais qui permet également aussi de donner de la profondeur historique et donc qui donne aussi de l'ancrage. Et cet ancrage-là, il donne aussi un ancrage intellectuel. Et pour aborder justement ce challenge idéologique que des partis de droite, d'extrême droite veulent imposer, ou des chaînes de télé ou des éditorialistes veulent imposer en fait au reste de la société. Vous savez, il y a ces gens-là qui font beaucoup de bruit, mais il y a le reste de la population française qui veut chercher à comprendre. Il y a des musulmans qui cherchent à comprendre. Il y a des musulmans qui luttent contre ces éditorialistes. Et donc voilà, vous avez aujourd'hui un contexte qui est celui-ci. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que on ne peut pas engager à ceux qui luttent et qui sont sur le terrain et qui essayent de justement d'apporter de la nuance, etc. Là, vous avez les arguments et vous avez de la connaissance historique qui est reconnue par la communauté scientifique, par les historiens. Et c'est la meilleure manière de dévoiler l'instrumentalisation de l'histoire de France qu'en font les Zemmour et les Renaud Camus ou d'autres. Ça, c'est le premier point. Donc, s'il y avait un argument, il est celui-ci. Ensuite, je crois qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est cette bataille intellectuelle, culturelle. Il faut se réapproprier l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire, dans une société sécularisée, est aussi importante que la théologie durant la période médiévale, dans une société croyante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'histoire est un espace où des gens comme vous et moi, on n'est pas forcément invités. L'histoire de France, eh ben, je pense qu'il y a aussi une démarche subversive. Il y a une démarche subversive en allant dans cette histoire de France et en écrivant cette histoire-là. On ramène une histoire qui est restée à la marge, mais pour parler de l'histoire de France. Et ça change complètement la perspective. Et croyez-moi, on a déjà eu l'expérience, j'en ai déjà fait l'expérience sur la première exposition. On a été reçu à Perpignan par une association musulmane qui a eu une salle de la mairie dirigée par Louis Alliot du Rassemblement national. Et ça s'est tenu là-bas. Donc je veux dire, à un moment donné, c'est aussi sans doute peut-être à mes coreligionnaires, mes concitoyens et mes coreligionnaires, de se dire attention, là, il y a peut-être également une voie à suivre. Sur le plan intellectuel, nous devons également élever le niveau. On entend souvent dans les communautés musulmanes cette idée d'élever le niveau. Là, cette exposition, elle est ambitieuse à ce niveau-là et elle est impertinente parce qu'elle ne reste pas à sa place. On aurait pu rester sur des échanges civilisationnels de part et d'autre de la Méditerranée. Là, le positionnement, il est subversif. Et donc, on invite vraiment toutes celles et ceux qui vous écoutent à venir, à regarder, à se servir de ces connaissances-là et après de diffuser cette connaissance dans la société, qu'on soit entrepreneur, militant, travaille dans les administrations, dans le domaine de la santé, peu importe. Cette histoire-là, elle doit être transmise et elle a une vertu. Elle a une vertu thérapeutique et une vertu iconoclaste. Elle fait tomber des images, elle détend, et c'est peut-être à ce moment-là où on peut promouvoir dans la voix d'un émir Abdelkader un discours de fraternité. Alors ma dernière question, Jamel, la dernière période, donc 2000 à 2023, la Grande Mosquée de Paris, pourquoi avoir fait le choix de favoriser la Grande Mosquée de Paris? Alors là, on parle pas de la période. Alors je parlais tout à l'heure du colonial. La Grande Mosquée de Paris est aussi historiquement le symbole de l'islam colonial. On peut pas le cacher. L'État français finance d'ailleurs. En violant déjà la loi de 1905, puisque la construction est postérieure à la loi de 1905. Donc il y a eu tout un montage juridique qui a été pensé. Alors ça c'est au niveau historique, mais là dans l'affiche,
c'est la période 2000 à 2023. Donc c'est la Grande Mosquée de Paris dans cette période-là. Pourquoi avoir fait le choix de favoriser cette mosquée qui fait partie des acteurs de l'islam de France? Il ne s'agit pas d'exclure, mais l'islam de France s'est constitué et s'est créé par le biais de l'action et de l'investissement de toute une série de courants, des travailleurs algériens, marocains qui construisaient des mosquées de quartiers, la Jamaat Tabligh qui était bon plus active avant, les musulmans de France, enfin l'ex-UIF. Donc il y a toute une série de courants, les fédérations turques qui ne sont qui représentent quand même quelque chose. Donc pourquoi avoir fait le choix de mettre le focus sur la Grande Mosquée de Paris? Alors, le focus sur la Grande Mosquée de Paris, c'est par rapport au centenaire. Nous, notre exposition, l'un des objectifs, c'est de montrer cet ancrage sur le temps long. Et c'est vrai que cet édifice religieux, mais aussi culturel, a une place particulière. Je rappelle que avant d'appartenir ou d'être financé actuellement par l'Algérie ou d'avoir été le symbole d'un islam ou d'une gestion coloniale du fait religieux, à la base, c'est une récompense de tous ces soldats musulmans qui ont été héroïques pendant la guerre de 14-18. Et cet édifice-là, c'est aussi une récompense de ce prix du sang, de cet impôt du sang, de millions de soldats, de millions de soldats musulmans engagés pour l'empire colonial français. Alors, parfois de plein gré, des fois pas du tout. Ça aussi, il faut le rappeler. Mais en tout cas, pour nous, plus que des visages, parce que ça aurait été difficile sur l'affiche de mettre, de montrer toute la diversité des musulmans. Et vous avez raison, vous, de citer tout ce dont vous avez cité, mettre des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des Chibani, des différents courants de pensée. C'était important au moment où on fête le centenaire de la première pause de la mosquée de Paris, parce que ça s'organise cette année, de valoriser cet édifice-là qui a 100 ans, qui montre un ancrage et qui s'inscrit dans cet ancrage que nous voulons pour les musulmans au sein de leur société. Voilà en fait notre démarche. De la même manière, l'autre exposition, on avait mis Soleiman le Magnifique, on avait mis François Ier. L'idée, c'était de donner une envergure à notre exposition, une envergure et une dimension historique très forte. Mais là, quand vous êtes dans une chronologie, on a voulu prendre des images. Alors forcément, dans des images, il y a des choix qu'on opère. Dans des choix, forcément, on exclut d'autres images qui auraient eu toute leur légitimité, bien évidemment, qui auraient eu également leur cohérence, mais on a décidé de faire des choix, et c'est vrai que c'était important. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a eu aussi une commémoration. Le président de la République est venu dans la Grande Mosquée de Paris, en rappelant également les 100 ans. L'émir Abdelkader également, il y a eu sa stèle au château, à proximité du château d'Amboise. Ce sont aussi tous des éléments. S'il y a peut-être aussi une dimension politique, ou en tout cas incitatrice sur le plan politique, c'est de valoriser également tout ce qui peut être valorisable. La mosquée de Paris en fait partie, l'émir Abdelkader en fait partie, mais il y a également tellement d'exemples qu'on doit également valoriser. Vous avez parlé des soldats coloniaux, on peut parler également de tous ceux tous les ouvriers qui ont travaillé, tous les Chibani également, qu'on a discriminés pendant un certain nombre d'années, toutes celles et ceux qui font aujourd'hui le rayonnement de la France. Les musulmans sont nombreux aujourd'hui à faire le rayonnement de la France dans tous les domaines. La France a la chance d'avoir cette belle communauté musulmane. Et cette communauté musulmane, elle a aussi besoin d'entendre des belles choses venant d'en haut, des belles choses également venant de leurs concitoyens. Et cette exposition doit être également le lieu, le moment où on dit de belles choses de la part des musulmans. Les musulmans ont besoin d'entendre. Nous sommes des êtres également affectifs et nous avons besoin également d'entendre. Mais nous sommes également des individus qui avons aussi besoin d'élever le niveau et de prendre notre destin en main. L'histoire, nous ne la laissons pas à des gens qui veulent fracturer la France. On prend en charge
cette histoire-là. En tout cas, cette exposition, à notre niveau et avec beaucoup d'humilité, se donne, en tout cas, montre la voie, comme d'autres initiatives, mais en tout cas, nous nous y prenons notre part. Les musulmans dans l'histoire de France, une place singulière. Ça se passe du 6 mars au 19 mars à Issy-les-Moulineaux, hein, dans le 92, je crois. 92. Voilà, Et c'est une, à l'hôtel de ville, hein, à Et l'hôtel c'est de une ville. exposition itinérante, on n'en a pas parlé, mais elle va circuler dans différentes villes de France également. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi cette itinérance avec également des cycles de conférences. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y aura des conférenciers qui vont venir, il y aura des débats interreligieux, toujours autour de la place des musulmans dans l'histoire de France, et aussi terminer sur des soirées culturelles où l'artistique sera mêlé au spirituel autour de Samar et d'autres choses encore. Et c'est important également que les musulmans qui prient le beau fassent la promotion du beau au sein de la société. Merci Jamel El-Hamri, Merci à vous. c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir accepté notre Avec plaisir, c'est invitation moi qui vous et remercie. que voilà que nos auditeurs donc auront toutes les informations pour se rendre à cette exposition et se faire leur avis et peut-être même poser des questions. Je ne sais pas s'il y aura des temps d'échange prévus avec le Oui, public. il y aura des temps d'échange, il y aura des petites médiations citoyennes, il y aura les cycles de conférences, et de manière générale, les personnes seront présentes pour répondre à toutes les questions. En tout cas, une chose, c'est que cette exposition, euh, si d'autres personnes dans la communauté musulmane ont également des projets de ce type-là, ce projet-là n'est pas une fin en soi. C'est un encouragement également à toutes les autres initiatives de se faire. Il est plus facile aujourd'hui de parler, par contre il est difficile de faire. Et puisque vous parliez tout à l'heure un petit peu de la loi sur le séparatisme, terminons là-dessus. Aujourd'hui, il y a une espèce on sent les acteurs musulmans tétanisés de faire des choses de cet ordre-là. Au contraire, c'est parce que c'est difficile que il faut le faire, et c'est un encouragement à faire. Venez, voyez, encouragez-nous. Il y a des critiques constructives, bien évidemment, à nous soumettre. Et encore une fois, il faut vraiment que ça serve d'inspiration. Nous avons besoin les uns et les autres de s'inspirer mutuellement. Et en tout cas, cette exposition n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose de plus grand encore. Merci Jamel. Merci Jamel Merci Al-Hamri. à vous. Merci à nos auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur Misen TV. À bientôt. Merci beaucoup.